Bonjour Mousse, donc moi je t'ai proposé de faire ce podcast pour qu'on discute du foot au droit, de nos clubs et qu'on mette un petit peu en valeur l'invisible. Voilà, donc tout au fil de la discussion, je vais te lancer des thématiques, on va débattre et discuter dessus. J'aimerais que tu commences par te présenter. Moustapha Bouzbiba, je suis né à Narbonne, j'ai grandi à Narbonne, donc Narbonnais, 48 ans, chef d'entreprise, marié depuis 26 ans, donc stabilité dans ma vie et un amoureux, un passionné, un mordu du foot. Alors moi je m'appelle Tristan Robert. Le foot c'est pas mon truc, moi je viens du rugby, j'ai des copains qui jouent au foot, donc on viendra plus tard pourquoi j'en suis arrivé là. Je suis né à Toulouse, mais j'ai grandi à Castelnaudary, donc terre de rugby. J'ai joué jusqu'en espoir, donc qui est l'antichambre du professionnel. Et voilà, je suis marié, j'ai une petite fille d'un an et demi, et je suis aussi un passionné et très amoureux de mon club. Maintenant, si tu peux nous parler de ton parcours dans le foot, comment t'as dû être joueur, toi? Comment de joueur? Mon parcours dans le foot, il a été en tant que joueur, très moyen, parce que j'étais pas un bon joueur. Par contre, je me régalais de jouer, je jouais jusqu'à un niveau PH. Je ne connais pas, ça correspond à la R3. Aujourd'hui, c'est la R3. J'ai souvent été second couteau. J'ai jamais été un gros joueur. Par contre, j'ai toujours été un passionné. J'ai grandi avec la grande équipe de l'OM. J'ai été un passionné. J'ai mordu de suite au football. Dans une terre de rugby, comme tu dis, parce que j'ai joué un petit peu au rugby à 13 avec Tatav il y a quelques années. D'ailleurs, on sort chez nous ici à Narbonne, Adèle Fellouz, qui a été en équipe de France de rugby, qui a joué au Dragon. Puis voilà, c'est une terre de rugby, oui. Mais après, très passionné par le foot. Quand j'ai eu mon premier fils en 2000, de suite on se projette, je suis un petit peu comme tous les parents. Aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte un petit peu de l'aberration. Mais comme tous les parents, on pense tous avoir Zidane, Mbappé et Benzema dans la maison. J'ai suivi mon fils qui jouait en U13 Ligue, etc. Et puis qui a joué petit au Fun. Et au Fun, il a un entraîneur qui est Lionel Escalier, avec Guillaume Valat. Et il décide en U15, ils se disent, au lieu d'avoir le fou derrière le grillage, on va le mettre sur le banc, on le gérera mieux. Donc au début, il me demande de porter les gourdes, de m'occuper, d'aller soigner les gamins quand ils se font mal, d'être un accompagnateur. Et puis j'y prends vraiment goût. Je suis un passionné, donc je le fais à 2000%. Donc je me retrouve de là à entraîner un petit peu, à prendre un petit peu des galons, remplacer l'entraîneur quand il n'est pas là. Et puis, ma personnalité fait que je suis mon fils jusqu'à ce qu'il soit senior. Je suis impliqué de plus en plus dans le club. Et un jour, je veux le remercier parce que j'ai une discussion avec Bruno Mas, qui est à ce moment-là le président du club, qui est aujourd'hui trésorier du club. Donc Bruno Mas a une discussion avec moi, il me propose de devenir président. Puis, après un rendez-vous avec maître Didier Mouly, qui était le maire de Narbonne, qui est décédé depuis, ils décident ensemble de me mettre à la tête du club. Ça fait combien de temps que t'es président? Ça fait maintenant plus de 5 ans. Oui, ça fait un moment. C'est un joli petit mandat. Vous avez des mandats à l'année, hein? Il y a des élections chaque année ou... On fait des AG chaque année, mais aujourd'hui, je suis le président. Il n'y a pas de liste face à moi. Aujourd'hui, dans le club, on a une chance, c'est que notre club, quand même, il est uni. On n'a pas de dissidents, on n'a pas de gens qui sont contre le projet qu'on apporte. Parce que moi, je suis juste là en tant que président, mais sans tout ce monde, c'est pas possible sur un club comme celui-là. Je comprends tout à fait. Alors moi, mon parcours est un petit peu différent. Comme je t'avais dit, j'arrive du rugby. Il y a un petit city dans la mairie de Villesèque et on s'entassait tous dedans. Donc on était quelques-uns à jouer au rugby. Et à force de faire des matchs au City, il y en a un, il a eu l'idée de créer un maillot. Il a créé un maillot sur une application, il nous a dit, regardez, et c'est parti de là. Moi, je leur ai dit, mais c'est possible de créer un club, c'est pas si dur. Au début, on m'a pris un peu pour un fou, puis ils ont réfléchi, on le fait. Alors, en un mois, on était affiliés, la société créée, et on n'avait toujours pas de cage, il y avait que des poteaux de rugby dans notre village. Donc ça a été compliqué, il a fallu qu'on achète nous-mêmes des cages, qu'on les pose nous-mêmes. Moi, j'étais avec des joueurs à la baramine, parce que c'est des cailloux sous la pelouse chez nous. Et petit à petit, on s'est retrouvés lancés, et après, ça a été de la découverte totalement. Il a fallu trouver un entraîneur. On en a eu un, puis ça l'a pas fait, puis moi je me suis retrouvé sur le banc. Alors que moi j'ai un brevet fédéral au rugby, mais bon, au foot ça n'a rien à voir. Nos premiers entraînements, disons que les joueurs étaient plus dans le dur que dans le football. Et on a commencé à graviter comme ça un petit peu dans le monde du foot, et on a grandi. Et j'ai grandi, je pense, en même temps que le club. Et aujourd'hui, on a quelques bénévoles, on a une équipe qui tourne et de beaux projets. Et c'est vrai que sans le monde autour, ça serait compliqué. Nous, notre plus grande difficulté, c'est la mairie. La mairie, c'est un conflit permanent, c'est un conflit pour l'éclairage, c'est un conflit pour l'entretien des infrastructures. Du mois de mai au mois d'octobre, il n'y a pas de pelouse chez nous. C'est de la paille, c'est de la terre. Nous, on a cette chance. Aujourd'hui, on a une mairie qui tient vraiment la route. On est comme tout le monde. La restriction d'eau, l'été, on est touché. Des pelouses, des fois, qui sont en mauvais état. Il y a trop de licenciés aujourd'hui qui sont dessus, donc on est comme tout le monde. Mais on a quand même une mairie qui joue le jeu, des agents de mairie qui jouent le jeu, un service des sports qui joue le jeu. Donc c'est vraiment un avantage
village, malgré nos difficultés, parce que aujourd'hui, il est clair qu'il faut se réadapter et que peut-être il faut voir sur moyen, long terme, d'autres infrastructures en termes de terrain, de capacité, de pelouse surtout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le pelousé, c'est quelque chose qui devient obsolète par rapport à la sécheresse et le problème de l'eau. Aujourd'hui, je pense que les synthétiques dernière génération, après, c'est très coûteux, c'est onéreux. Ça veut dire qu'il faut avoir les moyens aussi. Il faut arriver, moi, je pense, à créer des groupements de clubs dans les villes. Par exemple, à Narbonne, il y a plusieurs clubs. Ça serait bien d'avoir un grand club pour vraiment aider les jeunes à progresser au niveau des infrastructures et surtout pour essayer de sortir un peu plus de jeunes. Après, il y a aussi un club de foot en salle. Tout le monde travaille bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un besoin quand même. Le football, pour moi, comme les autres sports et les sports collectifs en général, c'est quelque chose de vecteur dans notre société. Pour moi, on est d'utilité publique, quoi. Mais d'ailleurs, on est reconnu d'utilité publique par les gouvernements. Après, c'est vrai qu'on est moteur social. Il y a des gens qui jamais de la vie se seraient rencontrés, se seraient parlé. À travers le sport, on casse les barrières. Donc ça, c'est très important. Le synthétique, je pense que c'est une volonté gouvernementale. Ils ont financé, je crois, je sais pas combien de milliers de terrains City. Le jour où un gouvernement dira, bon, ben voilà, la pelouse dans le sud de la France, je crois que c'est 800, un terrain comme celui-là, celui qui est dehors, c'est 800 à 1000 euros par mois d'entretien. Un synthétique, c'est 400 000 euros sur 20 ans. Je pense quand même que c'est une volonté des pouvoirs publics. Après, chez nous, on est le seul sport collectif féminin, des kilomètres à la ronde. Se rassembler avec d'autres clubs, ça n'est pas possible parce qu'il y a des distances beaucoup trop grandes. Des écoles de sport, il n'y en a pas. Très peu, il y a du tennis, un peu de rugby à 20 km. On prend la carte de tous les sports, on est un peu isolé au milieu. Le problème, c'est que nous, on trace notre terrain. Moi, le samedi matin, je suis en train de tracer mon terrain. Je vais pas demander à mes joueurs de le faire. Je vais pas demander à mes bénévoles qui font à manger, qui font le ménage. Tout ce que la mairie fait pas, on le prend sur nous. Ça, c'est vrai que ça pèse aussi sur le développement, parce que le temps que je passe à aller passer une journée à tracer un terrain, je le prends pas à chercher des sponsors ou faire des choses comme ça. Non, mais c'est clair. Après, nous, aujourd'hui, le fun, c'est 580 licenciés. C'est plus de 120 licenciés féminines. Le fun, aujourd'hui, 580 licenciés, ça veut dire qu'on draine beaucoup de gens, on apporte du plaisir et du loisir à beaucoup de jeunes. Moi, je vois sur les 3-4 dernières années, chaque fois qu'un ministre de la Culture est arrivé, il a toujours parlé d'uniformiser l'école, de créer un uniforme pour l'école, un uniforme qui soit pareil pour tout le monde. Nous, ça, on l'a déjà au football. Ça veut dire qu'au football aujourd'hui, que tu sois de confession, de culte différent, d'origine différente, de clan social, de niveau social différent, tu mets le même maillot sur un terrain, on voit vraiment, c'est vraiment la photo de la société. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui me pousse à rester là et à continuer à faire ce que je fais. On est un des derniers leviers de la société aussi. On a un rôle social énorme. Moi, je leur dis souvent, on est rassemblés autour d'une cause plus grande que nous. Moi, chez moi, c'est totalement, je pense que chez toi aussi, il y en a un qui parle de religion, c'est mort. Il y en a un qui parle de politique, c'est mort. On a des chrétiens, des musulmans, on adapte les menus. Et il n'y a pas de souci, tout le monde vit correctement. Il n'y a pas de fragmentation. Sans parler que moi, j'ai réussi à rallier quand même, parce que dans notre ruralité, on a des problèmes, pas se mentir, de drogue, d'alcool, d'errance de la jeunesse, de gamins déscolarisés. Qui tournent en rond, et avec le fil des années ils venaient voir les matchs, et puis petit à petit on arrive à les faire rentrer dans le truc du sport ou à devenir supporters, et ça c'est vraiment quelque chose de bien, et ça faut pas qu'on le lâche. Mais c'est clair. Après, notre rôle aussi, c'est d'occuper les jeunes, parce que pendant qu'ils sont en train de faire du sport, ils sont pas en train de tourner en rond, ne serait-ce que tourner en rond, s'ennuyer, être en état de dépression. Le sport, c'est quelque chose qui te régénère dans ta façon d'être aussi, et qui t'amène toujours un plus. Ce qui est important dans le football aujourd'hui, je parle du football, mais on pourrait parler du handball, du rugby, du volley, tous ces sports collectifs, et même des sports individuels. Oui. Ce qui est important, c'est qu'aussi, on attire des bénévoles qui sont souvent à la retraite, qui se sont retrouvés seuls parce que la vie a fait qu'ils ont perdu un proche, parce qu'ils sont tout seuls. Donc, on rompt l'isolement. Et pour moi, on crée vraiment de l'inclusion à tous les niveaux. De 7 à 77 ans, ça veut dire qu'à un moment donné, on crée quand même, dans une société qui est malade, on crée du plaisir, on crée du loisir, et surtout, on peut passer un message à travers des jeunes, à travers l'école, et faire de petits jeunes des hommes qui seront bien dans notre société. Et pour le jeune qui n'a pas cette structure familiale, s'il le souhaite, moi ça a été mon cas pour le coup, de pouvoir se réfugier dans le sport. Des fois, le club, ça remplace qu'on le veuille ou non, c'est le cas. C'est une famille, ça doit être une famille, bien sûr. Le Fun avait subi une grosse injustice, il me semble. Ouais, le Fun avait subi une injustice, mais surtout que ce soit le Fun ou un autre club, il faut que ces gens aujourd'hui comprennent que quand on fait un travail sur une année, ça implique des efforts économiques sur le plan moral, sur le plan familial, sur le plan aussi
de la santé, de tuer comme ça tout un travail et de manquer de respect à ce travail. Parce que pour moi, ce qui m'avait vraiment choqué, c'est de nous sanctionner pour un fait qui s'était produit le 25 septembre, de nous sanctionner le 15 juin après la saison. Pas à la fin, après la saison. Pour rappel, on vous avait enlevé 2 points du maintien. Ouais, en fait, le souci, c'est que pendant le Covid, on vous oblige pas à avoir les passes sanitaires. Et puis, on a une fédération française de football qui dit, on vous oblige à partir de 16 ans à les avoir. Donc, nous, on n'est pas l'État et on subit ça. 2 premiers week-ends de septembre, pas de championnat à cause du Covid. 3e week-end de septembre, on reprend le championnat. À ce moment-là, la Ligue décide de mettre un tour de Coupe Gambardella. Donc, on se retrouve avec 3 matchs. Donc, un minimum de 33 joueurs si on prend pas de remplaçant. Et nous, à ce moment-là, on a 23 ou 24 passes sanitaires au club. Donc, on écrit à la Ligue en disant, on ne pourra pas assurer un des 3 matchs. La Ligue nous refuse le report et nous sanctionne d'un match perdu et d'une amende. Et puis, on passe à autre chose. Décision qui est normale, puisque on n'a pas été au match, on doit être sanctionné. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, quand le championnat est fini et qu'on se maintient à 3 points d'avance sur des gros clubs, je dirais pas les noms, après le championnat, une commission se tient, on nous enlève 3 points. 3 points que le CNOSF conteste. Le CNOSF demande à la Ligue et à la Fédération Française de Football de nous réintégrer. Et dans un délai qu'a la Fédération Française de Football de 12 jours, on attend le 12e jour à 18h pour écrire refus, sans aucune raison, sans aucune explication. Et moi, à ce moment-là, c'est un monde qui s'écroule parce que en découlent les engagements du département, de certains sponsors, de certains bénévoles, le contrat de l'entraîneur en National 3 DES, entraîneur en R1 BEF. Donc pas du tout pareil. 1000 € d'écart. Donc voilà pourquoi moi, honnêtement, je me suis battu contre ces gens. C'est pas par rapport au fun. C'est vraiment par rapport à l'éthique. Et si on veut, nous, à un moment donné, transmettre certaines valeurs, on se doit, en gros, de les respecter. Tout ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Et je pense que ça nous a rendu plus forts. Et moi, en tant que président, ça m'a sorti un petit peu de tous mes rêves utopiques. La réalité, elle est hard, des fois. Elle est hard. Voilà. Tu parlais tout à l'heure du motif social, mais je sais pas si t'as vu, là, l'État coupe 200 millions dans le sport sur le budget 2025. Bon, il risque d'y avoir des motions de censure et tout ça, mais dans les subventions allouées au sport, c'est 200 millions en moins. Et du coup, les 200 millions dans le sport en moins, peut-être pas les clubs comme le Fun, mais en tout cas les clubs comme moi. Je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter avec la démago. Aujourd'hui, quand on entend 200 millions dans le sport, ça veut tout et rien dire. Quand on dit 200 millions dans le sport, est-ce que c'est 200 millions qu'ils avaient mis sur les JO, par exemple? Non, mais par exemple. Oui, par exemple. Est-ce que c'est dans certaines branches du sport? Est-ce que c'est dans des aménagements? Est-ce que c'est pour les fédérations? Pour le coup, j'ai la réponse, c'est dans les aides au territoire. Donc c'est directement ce qui est donné aux régions pour le sport. D'accord. Mais là, moi, je pense que l'État doit comprendre une chose. C'est comme l'histoire de la cigarette. À un moment, l'État n'a plus voulu augmenter les cigarettes. On a augmenté le cancer. Et soigner les cancers, ça revenait beaucoup plus cher que ce qu'ils prenaient en taxe sur les cigarettes. Là, c'est la même histoire. Ça veut dire que si à un moment donné, nos jeunes, on les occupe pas, on leur fait pas faire du sport, on les accompagne pas, on leur montre pas ce que c'est que les valeurs et la mixité et l'entraide entre eux, on le paiera dans le futur. Est-ce que ces politiques aujourd'hui pensent à leur mandat actuel ou à l'avenir et les conditions du pays dans plusieurs années? Ça, je laisserai nos auditeurs juger la question, mais je pense que tout le monde sait. Ah, après, c'est toujours la même histoire. Bonjour, je m'appelle Émilie Rouby, je suis conseillère et manager chez IAD France. J'accompagne mes clients depuis 10 ans dans la réalisation de leurs rêves et leurs projets immobiliers. De l'estimation précise de votre bien jusqu'à la signature finale, je suis à vos côtés à chaque étape. Grâce à ma connaissance juridique et technique et du marché local, avec une écoute attentive, je vous propose des solutions sur mesure adaptées à vos besoins et projets. Au-delà de la transaction, je vous offre un accompagnement complet avec des conseils personnalisés, une mise en valeur de votre bien et un réseau puissant pour augmenter vos chances de succès. Ancré au cœur des Corbières, je valorise chaque bien en mettant en lumière les atouts uniques de notre région, son patrimoine, ses paysages magnifiques et la qualité de vie qu'elle offre. Que ce soit dans nos charmants villages ou au milieu de panoramas exceptionnels, je m'engage à faire rayonner votre projet immobilier tout en mettant en l'honneur ce territoire qui me tient tant à cœur. Lors d'un premier appel, je cible les besoins de l'acquéreur afin de vous proposer des biens adaptés et vous offrir un accompagnement sur mesure. Au moment des visites, je ne me contente pas de présenter un bien, je mets en lumière ses atouts et son potentiel, vous aidant à vous projeter et à faire des choix éclairés pour votre avenir. Choisir un conseiller en immobilier, c'est s'assurer de sa disponibilité et de son expertise. En tant que natif du secteur, je le connais parfaitement, ce qui me permet de répondre à vos besoins. En m'engageant pleinement dans vos projets immobiliers et avec un accompagnement personnalisé, je vous garantis une pleine satisfaction. Ma discrétion et mon professionnalisme garantissent une gestion efficace dans votre projet de vie. C'est très simple, on a une application qui s'appelle Properties by IAD qui vous permet de recommander un agent immobilier à votre proche et d'être rémunéré pour cette information.
Moi, dans la ruralité, souvent, c'est fragmenté. Elle est beaucoup moins en contact avec des populations mixtes. Et je vois que, par exemple, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de mixité, alors que moi, dans le club, j'en ai. Ces personnes, en fait, mixtes, elles sont un peu invisibles, on dirait, dans la ruralité. Moi, je suis très content d'avoir vraiment un arc-en-ciel. C'est la représentativité de notre pays aujourd'hui. Tout à fait. Qu'on le veuille ou pas, la plus grande qualité de la France, d'avoir accueilli des gens. Ces gens ont travaillé, je parle de la génération de mon pauvre père qui est plus de ce monde. Ces gens-là qui sont venus, qui ont aidé au développement du pays, qu'on le veuille ou pas, qui ont eu des enfants. Aujourd'hui, moi, je fais partie de cette immigration à la deuxième génération. Je suis très fier de mon parcours parce que parcours chaotique, mais aujourd'hui, je suis là. La diversité, c'est ce qui fait la force et la richesse du pays. Il faut toujours prendre le verre, pour moi, à moitié plein et pas à moitié vide. Et le plus bel exemple que j'ai, on va me dire, il fait une fixette sur lui, mais c'est une réalité. J'ai toujours dit à mon fils, si tu veux devenir pro au foot, il faut que tu arrives à remplir tes 2 paniers. Et il me dit, mais panier de quoi, papa? Je dis, avec des œufs. Il me dit, comment ça? En fait, si tu fais tomber un panier qui se casse, il te reste l'autre. Donc les 2 paniers, c'est un panier football. Et à côté de ça, travailler à l'école, plus que les autres, essayer d'avoir des bonnes notes et se donner les moyens d'avoir le choix plus tard. Donc ce fils, il est pas mauvais au football, mais c'est pas Mbappé. Faut pas rêver. Et il y en a plein des gars pas mauvais, centre de formation, qui se retrouvent en R1, en R2, et des fois même encore plus bas, sans travail, sans formation, et qui se retrouvent vraiment en dépression. Alors ce fils, moi je l'ai amené à ça. Et bien ce fils, brevet mention très bien, bac S, prépa HEC. Aujourd'hui, il finit son master à l'ESCP, qui est l'une des 3-4 meilleures écoles de commerce de France. Tout ça, honnêtement, moi je suis redevable et reconnaissant envers le football. Parce que sans le football, est-ce qu'il aurait eu cette motivation? Et c'est ça qu'on doit amener à nos enfants aujourd'hui. Donc quand j'entends des clubs qui disent à des gamins aujourd'hui, viens chez nous, on a un partenariat avec tel club, on va te faire percer. Il faut arrêter les conneries un moment. Parce que le rêve, ça doit pas devenir un cauchemar. Et quand un gamin à 18 ans, il a tout misé sur ça, et qu'il a rien, on le met dans un cauchemar. C'est sûr. Et puis, il y a le facteur chance, de toute façon. Bien sûr. Chance, le facteur. Tomber sur le bon entraîneur, la bonne porte. Et la réalité, aujourd'hui, il y a des joueurs en Ligue 2 qui touchent 4 000, 5 000, 6 000. Et quand ils arrivent à 32, 33 ans, Pas un euro. ils n'ont pas un euro et surtout, ils n'ont pas de formation. De toute façon, le salaire moyen en Ligue 1, je crois qu'il est de 30 000 euros. On est très loin de ça. Voilà, après, on en est loin. Aujourd'hui, il y a des parcours atypiques. On en a un, c'est Florian, Sotoka. Il y a eu une chance et une abnégation. Parce que la chance, elle fait pas tout. Oui, mais c'est quand même. Il n'y a pas que le travail. Mais un gars comme lui, mais il y en a un de Florian Sotoka. Il n'y en a pas 200 000. Et ça, il faut l'expliquer aux gamins. Moi, j'ai pas ce problème dans un petit club. J'ai pas encore eu le parent avec projet Mbappé. Ils viennent tous ici. Nous, on en a, mais après, c'est humain. Après, le problème, c'est que quand on est à l'intérieur, c'est dur de prendre du recul. Pour moi, il y a trop de gens malsains qui gravitent autour des gamins et autour du football. Ce que je veux dire, c'est que dans 2 ans, 3 ans, on connaît pas la morphologie des gamins. Peut-être que le grand, il va se tasser, et puis c'est pas lui qui va être le plus grand dans 3 ans, et qui joue que sur ça aujourd'hui. Peut-être que celui qui est rapide, il ira moins vite dans 3 ans. En fait, on sait pas. Ce gamin, on doit juste lui dire, continue de travailler, régale-toi, prendre du plaisir. Ça, tu vois, c'est une problématique vraiment des gros clubs, parce que moi, j'ai pas du tout ça. Les parents, c'est cool, il y a du foot. J'ai énormément de gamins où les parents, ils les amèneraient pas ici, par exemple. Parce que ceux qui auraient vraiment un projet performance pour leur enfant, ils sont soit au FCCM, soit ils sont ici. Et moi, j'ai vraiment des gamins où les parents soit travaillent, soit isolés. Il y a des enfants, sur une année, je vois pas les parents. Ils arrivent au stade tout seuls, je sais pas qui sont leurs parents, ils me portent leur papier. Et donc j'ai pas ce souci-là, mais j'ai vraiment ce souci pour le coup éducatif. On fait partie du PEF, on a voulu mettre l'aide aux devoirs, personne les inscrivait. Et donc le gosse tout seul, il va pas s'y mettre à l'aide aux devoirs, mais pourtant ses parents, je les ai jamais vus. Donc ça aussi, c'est une problématique éducative. Et dans l'année, on leur fait des cours d'éducation civique, d'écologie. Nous, quand on a ressemé notre terrain, on a distribué aux enfants des graines pour les abeilles, des plantes mellifères. Toutes ces petites actions sur les enfants. Nous, dans la commune, j'ai l'impression que soit les parents sont tués par le travail, soit sont absents, et c'est un problème, je pense, tout aussi grand que le père qui voit son fils en Ligue des Champions. C'est sociétal. Aujourd'hui, de toute façon, on a des parents qui travaillent pour la plupart tous les deux. Quand ils travaillent pas tous les deux, des fois, on a des mères au foyer toutes seules. Mais c'est sociétal. Il y a des priorités dans la vie. C'est d'abord de s'en sortir. C'est d'amener les gamins à bon port sur le plan éducatif à travers l'école. Sur le plan social, c'est-à-dire que le gamin puisse être habillé, puisse manger, Et souvent, les parents qui sont des fois, qui arrivent pas au bout du bout, ils ont pas le temps. Ils ont pas le temps. Et aujourd'hui, moi, je pense que notre société nous a amené on est dans une société de consommation. Tous les gamins se tirent un petit peu la bourre. Les parents suivent ça, des fois par procuration, des fois par manque de caractère, des fois par envie de faire plaisir à leurs enfants. Et on se retrouve avec des parents. Et voilà, c'est pas tous, mais on a beaucoup de parents qui sont plus ou moins, j'ai pas envie de dire le mot largué, mais qui sont dépassés. Et c'est sociétal. C'est pour ça que nous, notre rôle, aujourd'hui, il est vraiment de cadrer, il est de sévir. On est comme le roseau. On ne doit pas rompre. Faut plier des fois parce qu'on doit faire des concessions avec les gamins, mais il faut se tenir bien droit. Et c'est très compliqué la gestion, et encore plus depuis 1 an ou 2,
la gestion, elle devient très dure. La gestion humaine, elle devient très compliquée. Ouais, là-dessus, je te suis totalement. Et pourtant, nous, on a, tu vois, décidé de faire des sacrifices économiques, pas chez les seniors adultes, parce que je pense que quand t'es un homme de 20 ans, tu peux te payer ta licence à un certain prix, sauf que sinon, il y a toujours une dotation. Mais sur les féminines, la licence, elle est à 50 €, pas plus, pour permettre aux femmes de s'émanciper. De pas, souvent, les femmes dans la ruralité, c'est celles les plus touchées. Chez les enfants, c'est 100 €, donc il y a 50 € de passeport. Pour vraiment, et ils ont le goûter à chaque fois, on les chouchoute, pour vraiment te permettre d'avoir, jamais, j'ai pas envie qu'un parent, et puis même si un parent me dit, mais moi, même 50 €, je peux pas les trouver, bon, trouver une solution. Et l'argent doit pas être un frein à l'accession. On est dans la même optique. Moi, pour développer les féminines, on a divisé le prix de la licence par 2. Ça veut dire que pour les garçons, on est à 175 € et la licence n'a pas été augmentée depuis que je suis président. Si elle a été augmentée une fois, je mens, de 10 €. Et ensuite, pour les féminines, on a 70 €. Aujourd'hui, on est équipé en Puma. On leur donne un équipement complet. J'ai des gamins, moi, qui viennent me voir, qui me disent j'ai pas de chéquier. Je dis au club, on fait un échéancier, je me porte garant. Ça veut dire que s'ils venaient à pas payer, je ferai le chèque personnellement. Il faut faire confiance et tendre la perche, c'est important. Et puis, on a des gamins, des fois, qui n'ont pas les moyens. On peut faire l'effort sur 5, 10, 15 gamins. Quand on a 580 licences, on peut faire un effort. Et pour moi, aujourd'hui, la première des priorités, même si c'est le nerf de la guerre, quand un gamin vient, la première des barrières, ça doit pas être l'argent. Et après, on a aujourd'hui, honnêtement, une mairie quand même qui participe beaucoup au budget du club. On a le Grand Narbonne qui participe beaucoup au budget du club. On a la région qui nous aide. On a le département qui nous aide. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand même, on a un rôle. Et cet argent public, il faut en faire quelque chose de bien. Ça, c'était le prochain sujet que je voulais aborder. Comment? Parce que la régionale, c'est forcément des bus. Surtout que t'as pas qu'une équipe, je crois, en régionale. T'as les filles, t'as des U17. Alors, j'entends les subventions, mais après, comment on fait vivre un club comme ça? Après, moi, je t'expliquerai comment nous, on a choisi de... De toute façon, c'est très simple. Le club a un partenaire très solide. Et ce partenaire met à disposition beaucoup de choses pour le club, dont les minibus. Ça, c'est premier point. Deuxième point, on a une mairie qui joue vraiment le jeu. Troisième point, on a des partenaires qui sont vraiment fidèles et solides. Dans ces partenaires, on a Narbonne Accessoires, on a Leclerc Narbonne, on a Veolia, on a Qatar, on a SM, on a Prestige Auto, on a plein de partenaires. Et je pourrais les citer là pendant un moment. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, même les acteurs économiques de la ville se sont rendus compte que l'éducation des gamins et que l'avenir, c'était les enfants. Et donc, on a McDonald's aussi qui nous rejoint là. Ça, c'est très important. On va me dire, oui, mais McDo, ça veut dire qu'ils sont quand même dans une optique de nous aider à faire ce qu'on fait le mieux. Permettre à des gamins de s'émanciper, de grandir, de devenir des bons citoyens et d'être en bonne santé, surtout en faisant du sport. On a aussi quelque chose de très important, c'est les bénévoles. On a plus de 50 bénévoles. C'est énorme. On a des gens, honnêtement, en or. Et ça, pour moi, c'est de l'or en bas. Voilà. Sur un petit club comme le mien, donc moi c'est 87 licenciés cette année. Là, sur un village de 600 habitants, c'est énorme. C'est quand même pas mal. 12-13% du village. Voilà, même si on a les villages aux alentours et tout. Normalement, la mairie, là, ils doivent faire ce que vous leur dites, quoi. La mairie, c'est... Non, j'aimerais bien, mais la mairie comprend pas qu'on a placé le village sur la carte du département. Durban, c'est un village isolé, tout seul. Il devrait se réaliser ça. On a un partenaire principal qui est l'auberge du Vieux-Puy, le chef étoilé Gilles Goujon. Donc ça, déjà, c'est aussi une vitrine et ça devrait profiter au village, mais on a compris qu'on est dans un bassin économique trop petit. Donc on a basé notre communication sur les réseaux sociaux. Ça fait un an qu'on fait des vidéos. On a choisi d'employer un monteur, donc de dépenser des fonds à un vidéaste. Et là, on commence à rentrer des partenaires là-dessus. Et en fait, on offre de la publicité contre une contrepartie de sponsoring. Mais voilà, on n'a pas encore de partenaires qui réalisent à quel point c'est important ce qu'on fait. Et surtout, les institutions réalisent pas à quel point c'est important. Le village, il se plaint de dégradation. Il se plaint de jeunes qui traînent. Il se plaint de nuisances sonores. Et quand nous, on est l'acteur principal du village, il se passe rien. Il y avait plus de fête de village à Durban depuis 4 ans. On l'a repris nous. Quand on est allé demander une subvention, on nous a dit non. On l'a refait sur nos fonds propres, la fête. On l'a fait une fois et puis après j'ai dit laisse tomber parce que c'est des mois de travail et c'est zéro. Ça rapporte zéro. On était tout juste à l'équilibre. Économiquement, on est sain parce qu'on est petit. Nos joueuses font des repas, nos joueurs font des repas. Ils ont une petite dotation chaque année, mais on n'en est pas au truc du fun. Mais c'est vrai que c'est un combat. Moi, je passe mes journées à faire ça. J'aimerais bien que tu me parles de comment le fun est... Le fun, à l'époque, il y avait le FCN à Narbonne, Narbonne Olympique, il y avait plusieurs clubs. Donc il y a eu cette fusion. Le club, en 1990, créé. 20 ans après, donc pratiquement en 2009, le siège ici est créé, inauguré. Qui est magnifique. Voilà. Siège mis à disposition par la mairie de Narbonne, ça il faut le dire aussi. Moi aujourd'hui, ce club, il est entre la Nationale 3, la R1. On monte, on ne s'était jamais maintenu. Et puis on s'est maintenu. Moi, quand je prends la présidence, la première année, on monte en Nationale 3. On se maintient l'année d'après. Et puis l'année d'après, on a eu... J'ai pas envie d'épiler
épiloguer, mais je l'oublierai jamais, je leur pardonnerai jamais. Donc, comme je t'avais dit, nous, on s'est créé comme ça. Au début, c'était pour s'amuser. Je me suis pas retrouvé dans le modèle sportif, je m'amuse et puis je prends des branlées. Donc, très rapidement, ceux qui étaient là pour ça, moi, j'ai été très autoritaire, très autoritaire au début. Donc, il y en a qui sont partis et il y a vraiment ceux qui voulaient jouer au foot qui sont restés. Aujourd'hui, on a un noyau, on a eu une montée, on a eu des problèmes d'entraîneur. Donc, j'ai voulu arrêter un entraîneur qui part en plein milieu de la saison. Tout ça, grâce à Pierre Michaud, j'ai trouvé Sébastien Blanc qui fait un travail extraordinaire. Qui était chez nous. Qui Il faisait un super travail avec nos jeunes. Et j'ai récupéré, il m'a fait venir Kader Bemba, qui était chez Vaudit, Monzon aussi, Diarra, qui aujourd'hui sont devenus vraiment des renforts qu'on n'aurait pas pu attirer sans Seb et qui aujourd'hui s'intègrent énormément. C'est un super mec, Sébastien Blanc. Là, le travail qu'il fait, on est second. Nos bénévoles, ils sont restés. On a créé les féminines. Le club, il a une dynamique qu'il a jamais eue. Les joueurs vivent bien. Je prends un plaisir fou. Moi, à la fin de la saison, je comptais arrêter. Je voulais faire une dernière année. Et puis là, je me dis, non, ça va pas être possible. Je suis en réflexion, mais je me rapproche plus de rester que de partir parce que vraiment, c'est super. Là, hier, avant-hier, on bat une D1. On bat une D1 en faisant tourner, donc en faisant des joueurs. On a laissé la chance à des joueurs qui jouaient pas trop. Avec le cœur, ils sont allés battre Trappel à 2-1. Chez eux, c'était vraiment incroyable. Moi, j'aimerais que tu me racontes des anecdotes de présidents qui t'ont vraiment marqué. 5 ans, c'est long. Moi, on est tous les deux présidents depuis la même durée. Des bonnes comme des mauvaises, mais des faits, tu vois, vraiment des trucs où tu te dis, à ce moment-là, ça, je vais m'en souvenir, tu vois. Le fait qui me marque le plus à ce jour, quand je deviens président, le club joue un maintien à R1 et dernière semaine, donc l'avant-dernier match, on va à Saint-Clément. Et à Saint-Clément, discours du coach qui me plaît vraiment pas parce qu'on perd à Saint-Clément. Et si on gagne pas le dernier match contre Luc Laprimob, on descend en R2. Donc c'est très compliqué. Et moi, je sais que je vais reprendre le club. Je me dis, je vais reprendre un club en R2 alors qu'il était en National 3 il y a un an. Donc c'est quand même... Et donc le discours du coach ne me plaît pas du tout. On perd. J'ai un super joueur, qui s'énerve à la fin. Je rentre sur le terrain, je le tire. Et c'est très tendu avec le joueur parce que je veux surtout pas qu'il prenne un rouge. Parce que s'il prend un rouge, il nous fait vraiment mal parce que c'est un joueur hyper important. Et donc, à la fin du match, je rentre dans le vestiaire, comme je veux faire, comme souvent ils font à la télé, je mets un coup dans le tableau blanc. Mais le tableau blanc, il y a un mur en briques derrière, donc je me casse la main sur le mur. T'as la main cassée, t'es obligé de faire comme si t'avais rien. J'en ai gardé des séquelles puisque mon dos est cassé. Et je fais comme si j'avais rien. J'ai la main qui enfle, mais je continue à parler. Bon. Et donc le lundi matin, je réfléchis bien. J'appelle le coach à 11h et il me raconte son match. Et 3 fois, je lui dis attends. Et puis au bout de la 3e fois, je dis écoute, t'arrêtes. Il me dit pardon. Je dis t'arrêtes aujourd'hui. Et il me dit on peut pas virer un coach une semaine avant le dernier match. Tu vas descendre. Et je dis écoute, avec toi on descend. Sans toi, je pense qu'on peut se maintenir. Ça, pour moi, c'est magnifique ce qu'on a fait. Je me pointe le mardi soir dans le vestiaire. Je prends Gérard Lorenzo, qui s'occupait des U15 à l'époque, qui est retraité, qui, quand il parle aux joueurs, il leur dit « Allez les Kings !» C'est resté « Allez les Kings !» Et donc, je prends Gérard Lorenzo sur l'entraînement du mardi, mercredi et vendredi avant le match. Et le mardi soir, je rentre dans le vestiaire et je m'adresse à tous les joueurs. Et là, je prends les joueurs un par un. Et les Narbonnais, je leur parle de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs parents, et je leur dis, il y a une chose qui est importante, on vous a pris pour jouer une montée, vous resterez à jamais les mecs qui ont descendu le fun en R2. Il n'a jamais été là le fun, donc vous serez la bande des tocards. Ou alors samedi, vous montrez à tout le monde que tout le monde s'est planté, vous êtes les meilleurs du monde. Je finis de parler dans le vestiaire, il y a des joueurs qui ont les larmes aux yeux, il y a beaucoup d'intensité et beaucoup d'affect. Et quand on sort du vestiaire, j'ai un joueur qui vient me voir, qui est Hichem Chalka, et qui me dit samedi, je mets 2 buts. Et donc, je me dis, putain, il est chaud, quoi. Et donc, on joue le samedi au Parc des Sports sur le terrain annexe. On gagne 4-0. Il met 2 buts. Les gars de Luc Laprimob, à la fin, ils disent, c'est pas possible. C'est pas cette équipe qui a joué l'aller et qui commence à dire, il faut contrôler les licences. C'est pas la même équipe qui joue d'habitude. À ce moment-là, il y a un déclic et je me dis, il y a quelque chose à faire. Et ce jour-là, il y a Marc Fertzel. J'allais voir les matchs de la réserve du Fun et je vais voir la 2 du Fun contre le FC7, l'équipe 2. Et putain, je vois ce gars, il place ses joueurs, il aiguille ses joueurs, il est hyper ferme, mais putain, je tombe amoureux, moi, de ce gars pendant le match. Je regarde plus mon équipe, je regarde plus la défaite du Fun 2, je regarde Marc Fertzel pendant 1h30, je regarde ce mec. Et à la fin du match, je vais le voir, je me présente, je suis dirigeant au Fun, j'étais pas encore président, et je sympathise un peu avec lui. Et je prends son numéro. Et puis, je fais intervenir des gens que je connais, je l'appelle à plusieurs reprises, et donc je l'appelle et j'y propose le projet du Fun quand je deviens président. Et donc, il y a des gens qui me disent, tu peux pas prendre un gars qui était entraîneur d'une réserve, qui entraînait que des gamins. Et donc, je prends Marc Fertzel, on se voit avec Bruno Mas sur ses conditions, etc. On lui fait le contrat et on lui dit, objectif,
maintien. Donc on se met d'accord, maintien. Et puis on est monté cette année-là en étant devant Saint-Estève au goal average, alors qu'en début d'année, avec Luzenac, avec Saint-Estève, avec Toulouse Métropole, on n'est pas préconisé pour monter. Comme quoi dans le football, on maîtrise pas tout. Et cette année-là, on gagne Toulouse Métropole, alors qu'ils gagnent chez nous 2-1 à la 85e, on les gagne 3-2. On va à Luzenac, pénalty pour Luzenac à la 90e, on mène 1-0, il le rate. Il y a plein de faits de jeu comme ça qui font que, et ça c'est mon plus beau souvenir en tant que président, la montée de cette année-là, c'est le plus beau. En tant que président, on doit aussi le véhiculer. Aujourd'hui, un football sans arbitre, ça serait plus du football. Ah, ça, je suis entièrement d'accord. Mais aujourd'hui, on a encore un problème. L'arbitre, c'est une personne à part du terrain. Au rugby, on a inculqué une valeur. Quand l'arbitre parle, il a parlé, on revient pas dessus. La seule arme qu'ils ont, c'est toujours la punition. C'est la seule arme. Et ils sont jamais dans la construction. c'est central, sans arbitre, pas de football. Mais il n'y a pas d'organe qui contrôle non Oui, plus mais parce que l'arbitrage. après l'arbitre, on doit lui apprendre aussi à discuter. On doit lui apprendre aussi à se remettre en question. On doit lui apprendre à dire à la fin d'un match, peut-être que j'ai fait une erreur, j'en suis désolé. Tout ça, on doit lui apprendre. Maintenant, quand l'arbitre, à la fin du match, on va le voir, et qu'on lui dit qu'il dit, j'ai pas à vous parler, calmez-vous. L'arbitre, à moi, il me dit à chaque match, quand je vais le voir, il me dit, calmez-vous. Mais quand t'es frustré, quand t'as perdu, si j'arrive à rester calme, ça voudrait dire que j'ai fait beaucoup de yoga. Et j'arrive pas à faire du yoga. Donc, ils doivent aussi s'adapter à nous, comme on doit s'adapter à eux. C'est important d'avoir une mairie, surtout. Moi, je le vois, je pensais que ça serait l'argent le plus gros problème. Dans mon côté, moi, c'est les institutions. Et je me bats contre un mur. Moi, je me bats pour avoir 3 ans, une ampoule par lampadaire. Je me bats pour avoir une vitre remplacée, pour avoir de l'eau chaude. Là, moi, je suis dans un autre délire. Tout ça, on le connaît pas parce qu'aujourd'hui, la mairie joue vraiment le jeu. En tout cas, merci, Mousse. Merci à toi, merci de mettre le fun en avant. Après, je voudrais vraiment avoir une pensée, tant qu'on est là, pour Monsieur Méline, qui était dans le bureau du club et qui était vraiment un bénévole top des tops, qui était avec moi au départ, qui est décédé depuis. Donc, je voudrais avoir aussi une pensée pour Monsieur Schneck, Alain, qui est décédé l'an dernier, qui était aussi un bénévole du club. Et bien sûr, une pensée pour Monsieur Didier, Maître Didier Mouly, qui était le maire de la ville, qui est décédé. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.